T'es-tu déjà arrêté pour te demander si tout ce qu'ils appellent amour n'est rien d'autre qu'une peur d'être seul, et si le besoin d'avoir quelqu'un n'était qu'un déguisement pour éviter de faire face au vide en toi, et si ce que tu appelles une relation n'était qu'une autre manière de fuir qui tu es? Rien n'est plus proche de la vérité que l'inconfort que nous ressentons dans la solitude. Carl Jung nous a un jour invités à imaginer être sur notre lit de mort, la pièce sombre, les sons étouffés par une conscience qui se détache lentement du corps. Et dans ce silence final, une question murmure. As-tu vécu ta propre vie, ou as-tu simplement accompagné celle de quelqu'un d'autre? À un moment donné, nous sommes tous séduits par ce scénario préécrit. Trouve quelqu'un, aime, partage une vie, vieillissez ensemble. Ça semble magnifique, ça semble sûr, mais personne ne nous dit ce qui est perdu dans ce processus. Personne ne parle des parties de nous-mêmes qui meurent au nom de l'harmonie, des rêves mis de côté, des désirs tus, de l'âme qui se plie lentement jusqu'à oublier comment se tenir droit. Jung comprenait que certains chemins exigent le silence, la solitude et le sacrifice, non pas de soi, mais de l'autre, car la véritable individuation ne négocie jamais. La vérité ne peut être partagée avec celui qui craint encore son propre ombre. La société, avec ses sourires programmés et ses mariages en haute définition, ne pardonne pas à celui qui choisit de marcher seul. On te dit égoïste, tu finiras seul, personne n'est heureux sans partenaire. Ces phrases arrivent comme des prières inversées, prononcées plus par peur que par sagesse. Mais, et s'ils avaient tort, et si l'épanouissement ne se trouvait pas dans la rencontre de la bonne personne, mais dans le fait de devenir celui que personne ne pourrait jamais remplacer, ce n'est pas contre l'amour, c'est pour choisir soi-même, même si cela signifie traverser des déserts où peu osent s'aventurer. Nous allons explorer les idées de Jung, éclairer les couloirs sombres de l'esprit et révéler ce que la plupart craignent même d'imaginer. Rester célibataire peut être la forme la plus radicale de liberté et peut-être la seule manière d'éviter de se trahir soi-même. Tu as grandi en entendant que tu devais trouver quelqu'un qui te comprendrait, te compléterait, comblerait ce vide que tu ne pouvais nommer, mais que tu ressentais chaque nuit avant de t'endormir. Dès ton plus jeune âge, la culture t'a imposé cette idée. Tu ne seras heureux que lorsque tu seras avec quelqu'un d'autre, et si tu es seul, quelque chose ne va pas chez toi. Le message est subtil, mais implacable. Le célibataire est vu comme incomplet, suspect, brisé, comme si la solitude était un défaut, un échec personnel. Mais, et si c'était l'inverse? Et si le besoin d'aimer n'était qu'une forme déguisée d'évasion, un mécanisme de défense contre la terreur de faire face à ton âme, nue, brute, sans distraction? Jung a reconnu quelque chose que la plupart évitent encore de voir. La plupart n'aiment pas, ils s'accrochent. Ils utilisent l'autre comme un bouclier contre leur propre existence. C'est la véritable illusion de l'amour romantique. Croire qu'une autre personne te sauvera de toi-même. Tu rencontres quelqu'un, tu tombes amoureux, tu ressens de la chaleur, un sens à ta vie, et puis l'adaptation commence. Elle est petite, presque invisible. Au début, tu changes une opinion pour éviter un conflit. Tu tais un désir, tu sacrifies une habitude. Tu appelles ça de la maturité, tu appelles ça un partenariat. Mais en réalité, tu commences à disparaître. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te réveilles et tu ne sais plus qui tu es. Ton essence a été remplacée par un personnage docile, quelqu'un qui vit dans la peur de perdre ce qu'il croit, ne pas pouvoir vivre sans. Jung ne méprisait pas l'amour, il méprisait la reddition de l'autonomie, de la création, de la folie nécessaire pour devenir soi-même.
L'amour romantique, en tant qu'idéal, exige que tu te dissoutes dans l'autre, construisant une identité basée sur la fusion et la dépendance émotionnelle. Et cette fusion tue ce qu'il y a de plus précieux, le chaos créatif. Un homme ne peut véritablement être lui-même que lorsqu'il est seul. Cette vérité est plus lourde que ce que la plupart peuvent supporter, car être seul exige du courage, et être avec quelqu'un est souvent juste une belle manière d'éviter cette confrontation. Il ne s'agit pas d'opposer les relations. Il s'agit de reconnaître le prix psychologique que beaucoup paient pour maintenir l'illusion de la complétude dans un couple. La plupart des couples vivent dans une paix apparente, mais regarde de plus près. Il y a des concessions qui coûtent des morceaux d'âme. Il y a des silences qui cachent des désirs noyés. Il y a des mariages qui ne sont pas des alliances, mais des pactes de survie émotionnelle. Jung avertissait que de telles unions peuvent devenir des cages où la volonté de se réaliser s'étiole lentement, et l'amour romantique, en pratique, devient souvent une prison émotionnelle, signée avec des fleurs et des promesses. As-tu déjà vu un artiste créé au milieu d'un bruit constant? As-tu essayé de plonger dans tes propres pensées tout en gérant les humeurs de quelqu'un d'autre? L'âme qui s'élargit a besoin d'espace, mais l'amour romantique exige du confinement, des ajustements, des négociations sans fin. Que manger? Avec qui parler? Combien de temps donner à l'autre? Un comité interne décide si tes choix sont compatibles avec les limites de la relation. C'est épuisant. Et derrière toutes ces négociations se cache une idée dangereuse, que tu n'as de valeur que si tu appartiens à quelque chose de plus grand, un couple. Jung voyait cette fantaisie comme périlleuse. Il mettait en garde contre le fait de projeter sur un partenaire tout ce que nous nions en nous-mêmes. Ta sensibilité, ton intuition, ta tendresse, tout est externalisé. Et ainsi tu te fragmentes, tu te mutiles pour t'adapter, et tu appelles ça de l'amour. Mais le véritable amour ne demande pas que tu disparaisses. Il ne te demande pas de négocier ton essence, d'atténuer ta lumière pour ne pas éclipser l'autre, de cacher ta douleur au nom de la paix. L'amour que Jung défendait était autre chose. Amati, l'amour de son destin, de son chemin, de la vie telle qu'elle est, absurdités incluses. Et cela commence au moment où tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu dois trouver à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te compléter. Tu as besoin de courage pour te faire face, courage pour marcher seul, quand tout autour de toi appelle cela un échec. Car c'est précisément dans la solitude volontaire que naît l'intégrité, et d'elle, tout le reste. La recherche de la complétude dans un autre nous affaiblit, car elle nous distrait de notre tâche la plus sacrée, devenir entier par nous-mêmes. Est-ce la question que tu as le plus besoin d'entendre aujourd'hui? Veux-tu vraiment aimer quelqu'un? Ou essayes-tu de t'éviter toi-même? Maintenant, il y a quelque chose que tu dois savoir. T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où, juste quand tu avais le plus besoin de rester calme, ton esprit s'effondrait? Cette perte de contrôle n'est pas seulement émotionnelle, elle est mentale. Cela arrive parce que la plupart d'entre nous ont été entraînés à ressentir avant de penser, à réagir avant d'observer. Le problème est structurel. Personne ne nous a appris à entraîner l'esprit comme un muscle. C'est pourquoi chaque petite frustration devient une explosion et chaque défi une défaite intérieure. Mais il existe une autre manière de fonctionner, une structure ancrée dans la neuroscience, la philosophie appliquée et des techniques mentales silencieuses qui reprogramment la manière dont tu réagis et te remettent aux commandes. La liberté a toujours eu un prix, et très peu sont prêts à le payer. Être libre semble noble et inspirant.
Mais quand la réalité arrive, froide, silencieuse, sans garantie, la plupart se précipitent vers la sécurité du connu. Carl Jung comprenait cela comme peu l'ont fait. Il savait que pour vivre dans une véritable liberté, il faut renoncer à ce que le monde valorise le plus: l'appartenance, l'acceptation, le confort émotionnel. La solitude n'est pas une mode ou une esthétique, c'est un champ de bataille psychique où les fragiles s'effondrent. L'individu libre doit se regarder dans le miroir, sans masque, sans distraction, sans excuse. Et presque personne n'est prêt à faire cela. La plupart préfèrent vivre dans des bulles émotionnelles entourées de validation, de distraction et d'engagement qui semblent importants, mais ne servent qu'à remplir le vide avec du bruit. Pour Jung, la solitude n'était jamais une punition, mais une condition, le terrain nécessaire pour devenir quelque chose au-delà de la moyenne, pour cesser d'être l'homme domestiqué, réactif, conformiste, et devenir à la place le créateur de ses propres valeurs. Cet individu est ce qu'il appelait le soi individué, celui qui a transcendé la mentalité du troupeau, mais personne ne devient ainsi en étant entouré de caresses et de tapes dans le dos. La liberté dont parlait Jung exige de quitter le troupeau, et quitter le troupeau est une rupture, un deuil. Tu perds des amis, des amours, et le confort qui vient avec la prévisibilité. Mais, en échange, tu te gagnes toi-même. Jung a vécu ce choix jusqu'à ses ultimes conséquences. Il n'était pas solitaire par accident, mais par conviction. Il s'est immergé dans son monde intérieur, écrivant, marchant, confrontant ses propres pensées jusqu'aux limites de la santé mentale. Ses réflexions révèlent un homme qui connaissait la douleur, mais qui a choisi de continuer, car il comprenait que la douleur de l'isolement était préférable à la médiocrité de l'adaptation. Il voyait le monde social comme une scène de masques, mariage, convention, amitié de convenance, toutes des distractions pour éviter de faire face aux profondeurs absurdes et terrifiantes de l'existence. Jung voulait plus. Il cherchait à déterrer ce qui était caché sous des siècles d'illusions, et pour cela, il avait besoin de silence. La solitude est ce silence nécessaire. Sans elle, tu répètes ce que tu entends, tu réagis à ce que les autres attendent. Tu vis comme un reflet, pas comme un être authentique, mais il y a un point que la plupart ignorent. La solitude n'est pas synonyme de souffrance. La véritable solitude est différente de la sensation amère d'être laissé pour compte. Ce n'est pas un rejet, c'est un choix. C'est l'espace sacré où la pensée mûrit, où la conscience se réorganise, où le chaos intérieur trouve une forme, une direction, un feu. Jung rappelait souvent qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente, et cette obscurité ne se révèle pas lors de dîners romantiques ou de week-ends au centre commercial. Elle se dévoile uniquement lorsque tu es complètement seul, sans distraction, sans promesse, sans quelqu'un pour te sauver de tes propres sentiments. C'est là que naît la véritable pensée philosophique. Et en même temps, c'est là que beaucoup abandonnent. Car la solitude exige une structure émotionnelle que le monde moderne n'enseigne pas. Nous vivons dans une société qui récompense la connexion constante, le partage excessif, l'exposition de l'intimité. Jamais nous n'avons été aussi entourés. Pourtant, jamais nous n'avons été aussi vides. Le silence terrifie, car il t'oblige à écouter ce que tu as évité pendant des années. Jung ne croyait pas que tout le monde était prêt pour cela. Il voyait le philosophe, le créateur, l'artiste solitaire, comme une exception, une déviation, une mutation. La plupart ne veulent pas de la liberté. Ils veulent une direction, quelqu'un pour leur dire quoi faire,
quoi ressentir, qui aimer, comment vivre. La vraie liberté est insupportable pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est pourquoi, quand tu commences à t'éloigner, les gens jugent. Ils disent que tu as changé, que tu es étrange, que tu as besoin de quelqu'un. Ils ne comprennent pas que tu ne cherches pas quelqu'un. Tu cherches la profondeur, la vérité, le silence et le son de tes propres pensées, jusqu'à ce qu'elles crient enfin quelque chose digne d'être suivi. La liberté exige le renoncement. Tu renonces au confort émotionnel de quelqu'un qui t'attend. Tu renonces au plan de vie partagé. Tu renonces à l'affection automatique. Mais dans ce renoncement, quelque chose d'autre se révèle. Le pouvoir. Tu deviens dangereux, imprévisible, indomptable. Rien ne peut être utilisé contre toi. Tu ne dépends pas, tu ne plies pas, tu n'as pas besoin d'appartenir. Jung a été traité de fou, incompris par beaucoup, rejeté par certains, mais il est resté fidèle à son propre chemin. Il ne vivait pas pour plaire. Il vivait pour déchirer les voiles, pour troubler la paix de ceux qui dormaient sous des mensonges hérités. Une telle vie ne s'inscrit pas dans les moules traditionnels, ni dans les relations façonnées par des contrats émotionnels. La liberté totale exige que tu sois prêt à traverser des déserts sans compagnie, sans carte, sans promesse de salut. C'est pourquoi Jung ne romantiquait pas la solitude. Il la voyait comme un outil, une arme, une méthode de purification. Tu commences à comprendre qui tu es vraiment lorsque tu n'as plus personne à satisfaire, quand tu n'as pas besoin d'expliquer tes pas, de justifier tes décisions ou de mesurer tes mots pour préserver l'équilibre de quelqu'un d'autre. Dans cet espace sauvage, tu découvres une vérité brutale. La liberté te coûte tout ce qui te gardait confortable, mais c'est le prix pour devenir entier, plutôt qu'une version adoucie de toi-même. Le mariage est vendu comme l'accomplissement ultime de la vie adulte, un happy end, la conquête finale, le trophée marquant l'entrée dans le monde des complets. Mais derrière les sourires sur les photos et les légendes romantiques se cache une autre vérité, plus dense, plus crue, rarement exprimée à voix haute. Pour beaucoup, le mariage n'est pas une célébration, mais un confinement. La fin du voyage de découverte, la fermeture des possibilités, l'interruption de l'expansion. Jung voyait cela clairement. Le mariage traditionnel exige de la prévisibilité, se nourrit de répétitions, d'habitudes, de routines et de confort. Mais l'âme créative a besoin de l'opposé, le chaos, le silence, l'inconfort. Rien de grand ne naît dans un sol contrôlé. La stabilité peut être excellente pour construire des foyers, mais fatale pour faire naître des idées. Pense à un homme avec une mission, une vision, un appel intérieur, qui ne lui laisse aucun repos. Cet homme a besoin de temps, de concentration, d'une énergie indivisée. Maintenant, imagine cet homme marié, lié à des exigences quotidiennes, des obligations émotionnelles et des négociations sans fin sur des trivialités. Le coût invisible est élevé, chaque décision doit être approuvée, chaque pas expliqué, chaque changement négocié, et l'étincelle créative commence à s'estomper, pas brusquement, mais lentement. Le mariage transforme l'urgence existentielle en emploi du temps partagé. Il remplace l'agitation par le consensus, la vérité profonde par un accord silencieux de ne pas troubler la paix. À ce moment-là, beaucoup d'hommes s'abandonnent, troquant leur vocation contre l'harmonie domestique, souriant tout, en sachant qu'ils ont laissé quelque chose d'essentiel derrière eux. Jung dirait que c'est la volonté de se réaliser qui meurt. L'énergie vitale qui pousse à la création, à la rupture, à la transcendance, est maintenant domestiquée par le désir de plaire. Le mariage traditionnel exige une performance constante, être émotionnellement disponible,
filtrer ce qui est dit, ce qui est ressenti, ce qui est rêvé, devenir la moitié d'un projet, la moitié d'un foyer, la moitié d'une histoire. Mais Jung ne croyait pas aux moitiés. Il croyait en la complétude, en l'individu qui choisit d'être entier, même au prix de perdre l'approbation du monde. Pour celui qui est né pour créer, un tel renoncement est une condamnation. Les grandes idées exigent la solitude, l'espace mental et un esprit individe entre la tension créative et l'inquiétude des plans pour le dîner du samedi. La cage dorée est confortable, belle et sûre, mais c'est toujours une cage. Celui qui ose créer quelque chose de plus grand que lui-même ne peut vivre derrière des barreaux, même s'ils sont décorés d'affection. Jung le savait, car il l'a vécu. Ses écrits ne sont pas nés dans des après-midi douillets avec une épouse à ses côtés. Ils sont nés dans des montagnes solitaires, dans des jours silencieux, dans des nuits de fièvre et de délire. C'est là, dans l'isolement, qu'il a produit des idées qui secouent encore le monde aujourd'hui. Maintenant, pose-toi la question. Combien d'idées as-tu abandonnées pour maintenir la paix avec quelqu'un? Combien de projets as-tu mis de côté parce qu'ils ne s'intégraient pas dans la dynamique d'une relation? Combien de vérités as-tu tues pour préserver le confort? Le mariage moderne, même en promettant de la compagnie, exige souvent de se façonner en quelque chose de gérable. Et pour un esprit agité, c'est le début d'une mort symbolique. Le prix est élevé, mais silencieux. Tu ne le ressens pas immédiatement. Il s'infiltre lentement quand tu évites un sujet, quand tu reportes un projet, quand tu choisis le silence plutôt que l'attention et que tu appelles ça de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de perdre le peu que tu as construit, peur du rejet, peur d'affronter le monde seul. Jung ne cherchait pas des compagnons, il cherchait des penseurs, des individus prêts à se perdre, à se déconstruire, à saigner intellectuellement, jusqu'à ce qu'ils découvrent une nouvelle manière d'être. Pour cela, il faut être libre, libre de la peur de déranger les autres, libre de l'obligation d'adoucir ses arêtes, libre du besoin d'avoir toujours quelqu'un à ses côtés. Le mariage, tel qu'il est structuré aujourd'hui, étouffe cette liberté. C'est un contrat émotionnel avec des clauses invisibles, des clauses qui exigent le silence, l'accommodement et le report des rêves au nom de la stabilité. Mais qui a dit que la stabilité est une vertu? Jung provoquerait. Et si l'instabilité était précisément ce qui fait bouger l'âme, et si vivre intensément, même dans la solitude, était plus honnête que sourire à côté de quelqu'un qui ne comprend pas ta profondeur? C'est là que beaucoup reculent, préférant s'adapter, rester, s'abandonner. Mais certains choisissent de s'éloigner, le chemin sans applaudissements, la pièce silencieuse, la promenade nocturne avec leur propre ombre. Et dans ce choix, quelque chose naît, pas une paix confortable, mais l'intégrité sauvage de celui qui n'a besoin d'aucune explication. Le mariage peut être magnifique, mais pour certains individus, il est trop beau pour ne pas être dangereux. Et quand la grandeur est en jeu, la beauté de la cage ne surpasse pas le prix de la liberté. L'esprit a besoin d'espace pour être dangereux, mais presque personne n'en parle. On parle de penser en dehors des sentiers battus, de créer, d'innover. Mais on ne dit pas que ce processus exige quelque chose que peu peuvent supporter, être seul. La solitude, lorsqu'elle est affrontée avec conscience, transforme l'esprit en une arme, non pas de destruction, mais de révélation. Quand tu es seul, personne ne dicte le rythme de ta pensée. Il n'y a pas d'attente extérieure, pas d'émotions étrangères à considérer, pas d'exigence de modérer l'intensité de ce que tu ressens ou conçois. C'est toi, ton esprit, et l'abîme entre ce qui est et ce qui pourrait être.
Jung comprenait cela avec une clarté presque brutale. L'absence de lien n'était pas un manque d'amour. C'était une tactique, une méthode pour purifier la pensée, un moyen d'empêcher les idées de devenir des concessions. Les relations, aussi affectueuses soient-elles, génèrent du bruit, des interférences, trop d'opinions, trop d'émotions. Toute cette densité émotionnelle est une invitation constante à la modération, à l'adoucissement, à l'auto-édition. Mais la pensée radicale, celle qui fait vraiment bouger le monde, ne naît pas dans des lieux où tu dois demander la permission d'exister. Elle naît dans le silence, dans des heures où personne ne regarde, dans des moments où tu ne dois aucune explication. En vivant seul, l'esprit commence à respirer différemment, s'élargissant, testant des idées absurdes, forgeant des connexions qui seraient censurées si elles étaient exprimées à voix haute. Il peut être inapproprié, exagéré, scandaleux, et c'est précisément là que réside son pouvoir. Einstein n'a pas formulé ses théories autour de tables familiales. Tesla n'a pas créé les bases de l'électricité moderne en apaisant des désaccords conjugaux. Camus n'a pas affronté l'absurde de l'existence en se demandant si son partenaire approuvait. Ces hommes se sont isolés, non par arrogance, mais par nécessité, car ils savaient que certaines idées exigent un utérus psychique protégé, un environnement sans bruit, sans interférence émotionnelle, sans la surveillance constante des attentes. L'esprit créatif libéré est imprévisible, dérangeant, transgressif, et une telle activité s'intègre rarement dans des relations ordinaires. Imagine interrompre une pensée profonde et complexe juste pour résoudre un malentendu domestique, apaiser une insécurité ou expliquer pourquoi tu n'as pas répondu à un message. Cela semble mineur, mais c'est corrosif. L'esprit perd son fil, la pensée se dissipe, l'énergie créative s'éparpille, et l'idée qui était sur le point de naître meurt. Peu remarquent à quelle fréquence ce cycle se répète dans les mariages, les relations amoureuses et les relations bien intentionnées. Carl Jung appellerait cela un poison lent, la dilution constante de la volonté. Et la partie la plus tragique est que cela semble normal. La plupart acceptent cette médiocrité intellectuelle comme le prix de l'amour, comme une partie du marché. Mais le créateur solitaire ne l'accepte pas. Il choisit autre chose. Il choisit de se réveiller quand il le souhaite, de penser jusqu'à ce que l'esprit brûle, d'écrire sans horloge, de détruire ce qu'il a créé la veille, et de recommencer tout cela sans avoir à justifier sa folie à personne. L'absence de lien, dans ce contexte, est une fertilité, un espace, un feu qui ne s'éteint jamais, car personne n'exige qu'il soit modéré. Bien sûr, cela a un coût. Il n'y aura personne t'attendant dans le salon, pas de dîner en couple, ni de repas du dimanche. On te verra comme étrange, excentrique, froid, mais en échange, tu gagnes quelque chose que personne ne peut te donner, la liberté de penser aussi loin que ton âme peut aller. Jung ne voyait pas cela comme un sacrifice, mais comme une mission, la tâche de penser l'impensable, de ressentir l'insupportable, de marcher jusqu'au bord de l'humain et de revenir avec quelque chose de nouveau. Cette tâche exige un esprit libre, et un esprit libre a besoin d'une vie non entravée par le besoin de validation extérieure. Il ne s'agit pas de haïr l'amour. Il s'agit de comprendre que certains liens, aussi beaux qu'ils paraissent, étouffent la flamme que tu as le plus besoin de garder vivante. Tu l'as déjà ressenti. Tu as déjà eu une idée que tu as dû reporter, parce que quelqu'un avait besoin de toi à ce moment-là. Tu as déjà interrompu une écriture intense, parce qu'il y avait une conversation en attente, un inconfort à résoudre, une émotion à gérer, et personne ne t'a forcé, mais tu y es allé.
Et à ce moment-là, tu as perdu quelque chose. Tu as perdu une partie de toi-même. Le Créateur solitaire apprend à protéger cela comme un moine protège son temple, car il sait que la grandeur est subtile. Elle ne crie pas, elle n'insiste pas. Elle apparaît dans des moments inattendus. Et si tu n'es pas prêt, elle s'en va. L'esprit libre est sauvage. Il a besoin de courir seul. Il a besoin de champs ouverts, de nuits sans sommeil et de matins lents. Il ne s'intègre pas dans des emplois du temps partagés ou dans des appartements construits pour deux. Il veut déborder, brûler, détruire et reconstruire. Et surtout, il veut du silence, car c'est seulement dans le silence que le chaos trouve une forme. Et c'est seulement dans la solitude que la pensée devient vérité. Il arrive un moment où tu dois décider à qui appartient ta vie, pas en théorie, mais en pratique, car la plupart prétendent être libres, mais vivent comme des employés des attentes des autres. Ils disent qu'ils choisissent pour eux-mêmes. Pourtant, chaque pas est filtré par la peur du jugement, du rejet, de la solitude. Choisir soi-même est plus qu'un acte de courage. C'est un acte de guerre, une déclaration silencieuse que tu ne négocieras plus ton intégrité. Jung savait qu'un tel choix a un prix. Car au moment où tu décides de faire de toi le centre de ton existence, tout ce qui orbitait par commodité commence à se déstabiliser. Les gens s'éloignent, les plans s'effondrent, les relations se brisent. Mais ce qui reste, c'est toi, nu, libre et enfin entier. La plupart ne veulent pas ce genre de liberté. Ils veulent la version édulcorée. La liberté, avec un manuel, avec une affection garantie, avec une bande-son réconfortante. Mais la vraie liberté est brutale, vide, dangereuse. Elle ne vient pas avec des applaudissements. Elle vient avec du silence et une responsabilité totale pour chaque choix. La véritable souveraineté n'est pas de régner sur les autres. C'est de ne pas être régi par qui que ce soit, ni par la culture, ni par le manque, ni par la peur. Tu sais que tu es sur ce chemin lorsque tu cesses de demander si les gens sont d'accord avec tes décisions. Quand tu commences à vivre sans demander la permission, quand tu dis non et que tu ne ressens aucune culpabilité, quand tu choisis de marcher seul, même si tout le monde dit que tu te trompes, ce choix effraie et isole. Mais il libère aussi, car tu commences à réaliser quelque chose que personne ne t'a dit. La vie que tu veux vraiment ne s'intègre pas dans les moules qu'on t'a offerts. Et pour la vivre, tu devras trahir les attentes, décevoir et laisser tomber ceux qui ont projeté une version de toi qui n'a jamais existé. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils retournent à des relations tièdes, des emplois prévisibles, des plans qui ne dérangent personne. Ils appellent ça la paix, mais au fond, ils savent que c'est une reddition. Jung dirait « deviens qui tu es », mais personne ne t'enseigne comment, car être qui tu es vraiment signifie abandonner la sécurité d'être celui que les autres approuvent. Cela signifie te placer au centre de ta vie sans craindre d'être appelé égoïste. L'égoïsme, ce n'est pas penser à soi, c'est exiger que les autres pensent pour toi. Celui qui se choisit cesse de déléguer. Il ne blâme plus les autres pour son malheur. Il n'attend pas d'être sauvé. Il n'a pas besoin d'être compris pour continuer à avancer. Il se suffit à lui-même, et cela fait peur aux gens. Car celui qui se suffit ne plie pas. Il n'a pas besoin de plaire pour appartenir. Il n'a pas besoin d'être d'accord pour garder l'affection. Il n'a pas besoin de cacher son intensité pour s'intégrer. Cet homme est dangereux, car il est libre. Et dans un monde construit sur des dépendances émotionnelles, un homme libre est une menace. Choisir soi-même, c'est comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y a un sol en dessous. Et pourtant, tu sautes, non par impulsion, mais par conscience, en sachant que rester où tu es, c'est mourir dans la vie.
accepter des miettes émotionnelles en échange de compagnie, vendre ton âme pour la sécurité. Et ce n'est pas une vie, c'est une survie déguisée en routine. Jung ne t'a jamais demandé d'être heureux, il t'a demandé d'être entier, même si cela signifie perdre tout ce qui te donnait du confort, car ce n'est qu'en perdant tout ce qui te gardait en sécurité que tu découvres qui tu es vraiment. La solitude, à ce niveau, cesse d'être une absence. Elle devient un terrain fertile, l'espace où ta volonté grandit, où ta vision prend forme, et où ton existence trouve enfin sa justification. Celui qui se choisit n'a pas besoin d'être compris, il a seulement besoin d'être fidèle à une chose, sa propre vérité. Même si cela lui coûte l'amour des autres, même si cela retourne le monde contre lui, car, au final, il sait que le plus grand acte d'amour est de ne pas s'abandonner soi-même. Alors, tu es arrivé jusqu'ici, et maintenant, tu sais ce que cela signifie. Cela signifie qu'à un certain niveau, tu savais déjà que la vie qu'on t'a vendue avec des anneaux, des promesses et une stabilité émotionnelle n'est pas pour toi. Peut-être as-tu essayé, peut-être essaies-tu encore, mais quelque chose en toi reste agité, continue de murmurer qu'il y a quelque chose de plus, et il y a. Mais ce plus n'est pas dans le fait de trouver quelqu'un, c'est dans le fait de devenir quelqu'un, quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour respirer, quelqu'un qui peut être seul sans s'effondrer, quelqu'un qui construit une existence non pas pour être accepté, mais pour être vrai. Jung a dit que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment, mais ce pourquoi, tu ne le trouves que lorsque tu fais taire le monde autour de toi, et cela exige du courage, du détachement, la perte des conforts qui gardaient ton âme endormie. Le monde n'est pas intéressé par ta liberté, il est intéressé par ton adaptation. Mais il arrive un moment où s'adapter revient à mourir, seulement au ralenti. Maintenant, tu as deux options. Retourner à la normalité et prétendre que cette vidéo ne t'a jamais secoué, ou prendre le risque de vivre comme celui qui ne doit rien à personne, comme celui qui porte dans sa poitrine la seule loyauté qui compte, celle de ne jamais se trahir soi-même. J'ai dû être seul pendant longtemps pour comprendre cela, et ce n'était pas l'une de ces solitudes fonctionnelles, avec des nuits animées et des applications installées. Ce n'était pas ce genre de solitude, c'était celle qui fait taire tout autour de toi. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il pleuvait, j'étais assis par terre, adossé au mur froid de ma chambre, pas par dramatisme, mais par épuisement. Et pour la première fois, je n'ai voulu personne. Je n'ai pas voulu quelqu'un à qui parler, ni quelqu'un pour venir me sauver. Je voulais m'écouter, me comprendre, me reconstruire. Et là, dans cet état presque primitif de présence, j'ai réalisé que j'étais entier, blessé, mais entier, seul, mais libre, effrayé, mais honnête. Et c'est là que tout a commencé à prendre sens. Si cette vidéo t'a atteint d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas par hasard. La vie n'envoie pas ce genre de message à ceux qui dorment encore. Elle le murmure à ceux qui ont déjà commencé à s'éveiller. Si ces mots ont résonné en toi, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine étape de ton propre voyage de découverte de soi. Car, au final, le plus grand acte d'amour est de ne jamais t'abandonner toi-même.